Madame, Monsieur, bonsoir. Quand on parle de liens économiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, force est de constater que la coopération est le mot d'ordre. Coopération dont les jalons ont été posés il y a plusieurs décennies de cela, au lendemain de l'indépendance de ces deux pays africains. Une vision de rapprochement partagée alors entre Sa Majesté Feu Hassan II et le premier président ivoirien Feu Félix Houphouët-Boigny. Sa Majesté le roi Mohamed VI a repris le flambeau avec la détermination de faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique de premier rang, en tout cas dans notre continent. Volonté qui se traduisit par 6 visites royales et 2 déplacements présidentiels depuis 2013, avec à la clé plus d'une centaine de projets dont la moitié a déjà été finalisée. Banques, infrastructures en tout genre, BTP, industrie, sans oublier des échanges commerciaux florissants. Cette alliance économique est forte d'un cadre juridique solide et encourageant l'investissement. C'est ainsi que le Royaume s'est retrouvé dans le top 3 des investisseurs privés en Côte d'Ivoire. Mais il reste à faire pour étoffer l'offre commerciale tous azimuts dans l'esprit d'une meilleure intégration régionale. Ce soir donc, nous parcourrons en détail les aspects de cette coopération et nous allons aussi et surtout nous projeter dans son avenir en compagnie des invités d'Eco-Débat ce soir. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir le chef du service économique de l'ambassade et commercial à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, Samoutano Arnold Le Sage. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour mesdames, très ravi d'être présent sur ce plateau au nom de monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui n'a pas pu être présent pour des contraintes de dernière minute et c'est un honneur de nous recevoir sur ce plateau. Tout l'honneur et le plaisir est pour nous à Médien TV. Également sur ce plateau pour commenter, n'est-ce pas, cette collaboration, coopération maroco-ivoirienne, un expert international, Amine Laridi. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Bonjour madame, un honneur encore une fois, je vous emprunte l'expression, cher monsieur Samou, d'être parmi vous aujourd'hui dans cette belle émission, je dirais même ce sacre africain, dédié aujourd'hui aux exceptionnelles relations de fraternité de tous les jours et de toujours, Inch'Allah, qui est le Royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et également sur le plateau d'Eco-Débat ce soir, mon confrère et également consultant média Aziz Saïdi. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir Léla, et c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci encore pour l'invitation. J'espère que le débat sera fécond. Nous l'espérons tous, en tout cas, et aussi qu'on en sortira, n'est-ce pas, avec des points positifs et notamment orientés vers l'avenir. Mais avant de parler avenir, j'aimerais d'abord qu'on présente à nos téléspectateurs ces deux économies, l'économie marocaine et l'économie ivoirienne. Quels sont les points communs d'abord, et puis aussi les différences entre ces deux économies. Tout d'abord, je m'adresse au chef du service économique et commercial à l'ambassade ivoirienne ici à Rabat, Samoutano. Comment voyez-vous justement ces deux économies ivoiriennes et marocaines? Je vous remercie de nous donner l'opportunité d'intervenir sur votre plateau. Alors, au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Idrissa Traoré, nous venons pour partager un peu l'efficacité et la particularité des relations économiques qui lient l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Pour en venir à votre question, d'abord, ce sont des économies africaines, dynamiques, qui naissent de deux pays avec des histoires similaires. L'économie africaine de la Côte d'Ivoire, pour dire, est basée essentiellement sur son agriculture, qui fait déjà 30% du PIB. Très bien. Donc l'économie de la Côte d'Ivoire a déjà un pied dans son axe de développement qui est basé sur l'agriculture. Au-delà de cet axe de développement, nous avons également d'autres aspects, d'autres secteurs qui sont en train d'être mis en action, le secteur industriel, le secteur tertiaire et bien d'autres éléments qui, nous espérons, permettront à la Côte d'Ivoire de pouvoir consolider son économie. Et les chiffres sont très parlants depuis bien un nombre d'années. Alors, concernant le Maroc, nous voyons également que le Maroc a une économie qui est basée sur un certain nombre d'éléments, dont le phosphate, qui est sa matière, qui lui permet de pouvoir se développer, l'énergie solaire. Alors, donc, ce sont deux éléments qui permettent de pouvoir fructifier et mutualiser leurs aspects. C'est vrai que le Maroc a une histoire bien particulière en tant que royaume, une certaine stabilité qui permet de pouvoir booster son économie et puis l'orienter avec ses différents partenaires. À la différence de la Côte d'Ivoire qui a un partenaire originel qui aussi permet de pouvoir l'aider à pouvoir s'en sortir.
Très bien. Alors, je voudrais revenir encore une fois sur cette question de ces deux économies qui reposent donc largement sur l'agriculture. Quels sont les autres points communs, Aziz Saïdi, de ces deux économies ivoiriennes et marocaines? Moi, je serais tenté de parler d'abord du miracle ivoirien que la Côte d'Ivoire a connu après son accession à l'indépendance de 68, la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Et là, la Côte d'Ivoire, elle est en train de vivre une décennie qui est un peu similaire, avec des taux de croissance aux alentours, en moyenne de 8-9%, ce qui n'est pas négligeable. Et que, ce faisant, la Côte d'Ivoire devient la locomotive de sa sous-région. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est un partenaire incontournable pour le Maroc, parce que le Maroc a affiché clairement, sous la houlette de la vision royale, son tropisme africain, et en assumant son africanité non seulement à travers les éléments d'identité, mais aussi à travers la quête de prospérité et de bénéfices partagés avec ses partenaires d'Afrique subsaharienne. Je pense que la Côte d'Ivoire est un exemple à ce titre. Les relations entre les deux pays n'ont pas bougé d'un iota de leur consonance fraternelle, mais aussi coopérative très poussée. Et que justement, quand on a ce rapprochement des vues au plus haut sommet de l'État, ça permet une meilleure articulation de la coopération entre les deux pays, quels que soient les secteurs. Bien évidemment, il y a des différences, il peut y avoir des différences en termes de structure économique, mais comme vous l'avez dit, à la base, ce sont deux pays qui sont historiquement agricoles et qui ont œuvré le long des années depuis leur indépendance à diversifier leurs économies pour aller toucher d'autres secteurs. Je pense qu'on parlera plus en détail des secteurs sur lesquels la coopération est la plus pointue. Mais en tout cas, ce sont deux économies qui ont beaucoup de similitudes, qui ont des différences, mais qui ont beaucoup à gagner en coopérant l'une avec l'autre. Donc il y a une complémentarité, on va dire, entre ces deux économies, Aziz Saïdi. Tout à fait. Un mot sur justement cette complémentarité, les différences et aussi les similarités de ces deux économies, Amid Laridi. Alors, regard sur le futur, regard sur le passé, pour compléter un tout petit peu. Comme on le sait tous, et vous l'avez si bien dit en fait dans votre introduction, et c'était complété par M. Samou et Si Aziz, les relations sont privilégiées, elles sont uniques. Il y a eu déjà le lendemain de l'indépendance, grâce aux relations privilégiées entre feu Sa Majesté Hassan II et aussi feu président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et elles prirent un élan de développement des plus beaux avec l'intronisation de Sa Majesté l'Aïnsro. Maintenant, ce qui est à noter, c'est que Sa Majesté il a déjà effectué depuis les années 80 et depuis 1980 en fait des visites, et il connaît en fait la Côte d'Ivoire, notamment en 1980 où il a visité 5 pays. Si ma mémoire elle est bonne, c'était le Sénégal, c'était la Guinée-Conakry, c'était la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui on parle de Côte d'Ivoire, et c'est le Cameroun et le Nigeria, d'accord, avec un séjour prolongé dans chacun de ces pays pour les connaître. Et c'était le début en fait de plusieurs visites aussi bien officielles que privées. Et depuis l'intronisation de Sa Majesté, il y a eu 6 visites officielles et d'autres visites privées. Donc ce qui veut tout dire. Okay. Maintenant, les relations, elles sont aussi privilégiées parce qu'il y a une histoire commune. D'accord, on parle toujours des caravanes, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand les caravanes sortaient de Fès, vers Marrakech, en passant par la région de Smara au sud du Maroc, à destination de Tombouctou, Gao, là, ils bifurquaient. Il y avait celles qui partaient vers Agadez et vers le Soudan actuel, et celles qui descendaient vers Kano. Et celles de Kano, ils avaient en fait un stop qui était essentiel dans les villes en fait, ancestrales ou millénaires de Kang et de Bito. D'accord, qui étaient de grandes foires commerciales, mais aussi interculturelles. Parce que quand on parle d'échanges commerciaux et de caravanes, on ne pouvait pas l'avoir s'il n'y avait pas un ensemble de composants. Je vais en citer certaines, parce que c'est ce qui va nous permettre peut-être en fait, d'avoir un fil conducteur aujourd'hui. Il y a le respect déjà mutuel. D'accord, on ne peut pas faire de commerce s'il n'y a pas le respect. On ne peut pas faire de commerce s'il n'y a pas la confiance déjà. Et s'il n'y a pas une paix ou prospérité, d'accord, continue sur toutes en fait, les lignes des caravanes. Mais aussi cette notion de transfert de savoir et de compétences de part et d'autre. C'est-à-dire on apprenait de nos frères africains, tout comme on partageait notre modeste savoir avec eux. Et ça, c'est très fondamental à noter. Et en même temps, cette notion d'interculturalité. Donc pour nous, en fait, il n'y avait pas plusieurs Afriques, il y avait une seule Afrique qui était unifiée. Et c'est par la suite, c'est surtout les écrits de Hegel et une certaine triste convention ou sommet en fait, de Berlin dédié à la colonisation qui allait nous séparer par la suite. Donc il y a eu un passé commun qui est riche et il y a aussi un futur commun dans le respect mutuel et dans la prospérité et la paix. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Amid Laridi, sur le plateau.
parce qu'on fait une rétrospective, on regarde un peu dans l'histoire, parce que c'est très, très important aussi, encore une fois, on ne le dira jamais assez, de bien connaître cette histoire qui remonte à plusieurs millénaires pour Absolument. le coup. On remonte au temps des caravanes. Bon. Revenons à 2019 et à 2020. Un petit clin d'œil avec votre permission. Au futur, oui, parce que bien sûr. Je ne voulais pas trop remonter dans l'histoire, mais même, et pour la référence surtout pour les chercheurs, il suffit de lire les écrits de Hérodote, qui était le premier en fait grec. Historien, comme vous le savez, à faire la circonférence et la première carte de l'Afrique. Et aussi, au même siècle, Anon le navigateur, qui était un Phénicien carthaginois aussi, qui a fait la circonférence de l'Afrique, pour parler facilement, en fait, et on parle de 500 ans avant Jésus-Christ, d'accord, pour voir qu'il n'y avait pas que les caravanes, c'est-à-dire les routes de terre, même les routes de mer liaient le royaume du Maroc à la Côte d'Ivoire et à cette Afrique. Très bien. Alors, Phénicien, grec, nous allons revenir à l'actualité de notre continent. Alors, je voudrais justement, Arnold Lesage, vous faire réagir sur l'importance que revêtent les projets marocains, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire. On le remarque, et d'ailleurs Aziz Saïdi l'a si bien évoqué et rappelé, l'économie ivoirienne est l'une qui enregistre les meilleurs taux de croissance ces 10 dernières années. Quels sont justement les secteurs et quelle est l'importance de ces projets marocains en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Alors, il faut, si je veux suivre la logique de réflexion du professeur Amine, depuis la date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, précisément le 16 août 1962, il faut reconnaître que 11 ans après, soit le 22 septembre 1973, il y a eu la signature d'un traité d'amitié et de coopération. Et comme le professeur l'a si bien dit, les tout premiers dirigeants de ces deux États sont partis dans un axe de fraternité. À l'issue de cela, nous connaissons le développement de chacun de ces deux pays. L'arrivée de son Excellence M. Alassane Ouattara et de l'accession au pouvoir de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a permis d'avoir un autre regard sur ces relations entre les deux pays. Et ce regard est d'autant plus pointu, perspicace, qu'il a permis de renforcer davantage ces relations, et ça, il faut le souligner. Alors, de façon précise, pour parler de l'importance des investissements ou des projets marocains en Côte d'Ivoire, il y a des chiffres qui sont parlants. Depuis 2011 jusqu'à cette période, disons que ces investissements, ces projets sont très parlants. Le Royaume du Maroc, en 2015, a été le premier investisseur au niveau de la Côte d'Ivoire. Africain. Et même dans le monde, je le précise. International. Le premier, en 2015, avec 22% des investissements directs étrangers. C'est un signe qui est très parlant, détrônant la métropole française, qui était à 16%. Aujourd'hui, on le dit, le Maroc fait partie des 3 premiers investisseurs dans le monde au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des projets qui sont divers, qui vont tant au niveau des projets sociaux, des projets économiques, culturels et bien d'autres aspects. Alors, ces projets, je vous le dis, ont entraîné quelques réactions. Ces réactions sont positives et elles vont dans tous les sens. Et ces projets sont tellement importants qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagnerait davantage à suivre l'exemple marocain. Comment le secteur privé ivoirien a-t-il accueilli justement cette poussée positive, comme vous le disiez si bien, d'investisseurs marocains? Tout à fait. Toute impulsion nouvelle entraîne un certain nombre de réactions. Les réactions peuvent être enthousiastes, comme elles peuvent susciter de la méfiance. D'emblée, sous la haute impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et du président Alassane Ouattara, le secteur privé ivoirien, je vous l'avoue, a bien accueilli cette poussée des investisseurs marocains. Et cela aboutit sur la création d'un groupe d'impulsion économique, qu'on appelle le GIM, qui englobe les différents secteurs d'activité et les patronats des différents pays dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, le secteur privé a très bien apprécié cette flambée des investisseurs marocains. À l'opposé, comme je vous le dis, il y avait des investisseurs traditionnels qui étaient présents. Alors, donc, ils voient désormais le Maroc
comme étant un investisseur concurrentiel dans leur sphère d'activité. On parle bien sûr d'investisseurs classiques On parle historiques. d'investisseurs classiques historiques. Très bien. Que vous connaissez. Le groupe d'impulsion économique, justement, alors on va d'abord présenter cela de manière globale. Donc il s'agit bien sûr d'une volonté des deux pays à booster les relations économiques et notamment l'investissement. Quels sont les secteurs qui en sortent et surtout, quelle est la part du secteur privé dans ce groupe d'impulsion économique? Le groupe d'impulsion économique est venu d'une idée toute simple, c'est que comme je le disais tout à l'heure, au plus haut sommet de l'État, il y avait une convergence de vues qui était indéniable. Mais il fallait que cela se ressente sur le terrain de manière pratique. Bien évidemment, ce modèle de groupe d'impulsion économique a été adopté avec un modèle hybride, puisque c'est les patronats et les affaires étrangères des deux pays qui prenaient en charge cette structure, avec un modèle qui est innovant, puisque dans ce groupe d'impulsion, d'une part et d'autre, il y avait des représentants sectoriels, c'est-à-dire, on va dire, le patron des... il y avait un professionnel des TIC, un professionnel de la finance, un professionnel... Donc chaque secteur avait... On pouvait avoir dans le même GIE des sous-commissions qui se réunissaient régulièrement pour pouvoir travailler concrètement sur chaque secteur et pouvoir faire les transferts de compétences nécessaires, aplanir tout ce qui est d'ordre réglementaire ou législatif. C'est un travail de sape qui est nécessaire pour pouvoir impulser les projets. Bien évidemment, de ce GIE, il n'est pas voué lui-même à porter les projets, mais il est voué à planir le chemin pour que les investisseurs privés prennent le relais directement à travers des projets et des investissements importants. Vous l'avez rappelé, depuis 2013, plus d'une 120 projets à peu près, dont une cinquantaine qui est déjà finalisée. Et en ce moment même, il y a des projets qui sont emblématiques. Je vais parler d'abord de la baie de Cocody, parce que c'est quelque chose j'étais il y a quelques mois à Abidjan, et c'est quelque chose qui est marquant, parce que ça change le visage d'Abidjan, et puis ça permet aussi, là, puisqu'elle va s'ouvrir sur l'Atlantique, de régénérer les eaux de la baie elle-même, et donc de donner un autre élan et un autre visage à cette Côte d'Ivoire qui est si dynamique. Et donc que ce projet soit confié à des Marocains et que ce soit fait en partenariat avec des Marocains, ça témoigne de la confiance qui règne entre les deux parties. Moi, j'ai envie on parlait d'investisseurs classiques, il y a les investisseurs classiques locaux, mais il y a aussi les investisseurs classiques internationaux. On parlait de la France. La France, en l'occurrence, bien sûr. Et puis on parle aussi de l'ambitieuse Chine, de la Turquie, des États-Unis, de l'Allemagne. Tout le monde, maintenant, il y a une certaine ruée vers l'Afrique. Mais le Maroc a une spécificité, c'est que c'est un pays africain et qu'il ne vient pas en conquérant. Loin de là. Je vais rappeler les mots de Sa Majesté lors de son discours d'Abidjan en 2014. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Oui. Et donc, on se retrouve avec un rapprochement dans les mentalités, dans les manières de faire. Et puis, comme vous l'avez rappelé, cette fraternité qui a initié tout cela. Donc c'est une coopération sud-sud, win-win, où on ne vient pas en donneur de leçons, mais on vient en partenaire. Parce que si le Maroc a été le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire en 2015 et qu'il reste dans le trio de tête cette année, c'est pas fortuit. C'est pas de l'argent qui est investi comme ça sans études et sans voir quel est le bénéfice à en retirer. C'est parce que la Côte d'Ivoire est une économie dynamique et que ces investissements sont bénéfiques pour le Maroc, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas voir cela comme une sorte de ruée de conquérants comme on pourrait le craindre. D'ailleurs, on le voit, il ne faut pas se le cacher, il y a peut-être moins en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays voisins où on voit ces investissements marocains colossaux comme une menace, parce que ça dérange un fait établi. Donc c'est normal qu'il y ait des appréhensions. Mais justement, si on arrive à maintenir cette fraternité et cette logique du win-win, et que ça soit dans les deux sens,
c'est là qu'on pourra justement réaliser les aspirations des deux peuples et dans un bénéfice partagé. Hamid Laridi, on parle justement de ce groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. On a parlé de projets structurants, de grands projets d'infrastructures, dont celui de la baie de Cocody, mais il y a aussi le secteur financier, le secteur bancaire, avant d'attaquer ce qui vous tient vraiment à cœur, le secteur logistique et des transports. Tous les secteurs. Mais en tout cas, je voudrais justement m'arrêter sur cette question du secteur financier en tant que, finalement, investisseur indirect, puisqu'il finance des projets dans différents secteurs de l'économie ivoirienne. Très bien, je vous réponds alors à votre question directement et avec votre permission, j'élargis un tout petit peu aussi le scope par la suite. Alors, secteur financier, comme tout le monde le sait, il y a déjà 3 grandes banques marocaines qui sont présentes, d'accord ? La BMCE, Bank of Africa, Tijari Wafa Bank et la BP, Banque Populaire. Donc, on les a nommées toutes les 3. Et automatiquement, derrière le secteur financier, c'est comme vous avez dit, c'est aussi bien le financement des grands projets, d'accord ? Via une logique novatrice marocaine qui est celle de la mutualisation, d'accord ? Ça, c'est novateur parce que classiquement, à partir d'un certain seuil, les projets, on avait besoin d'un investisseur étranger, ce qui diminuait en fait la liberté et l'indépendance des pays en fait africains en termes de choix, parce qu'il dit financement, on dit automatiquement dicter les règles, alors que nous on vient dans une logique de respect. Là il y a cette logique de mutualisation aussi, cette logique de relais, c'est-à-dire on peut faire accès aux grandes en fait au marché international, à des techniques nouvelles de financement, mais c'est afro-africain et ça demeure afro-africain et ça c'est très important. Donc ça c'est d'une part, mais aussi c'est un partage de savoir et de connaissances de part et d'autre. C'est-à-dire quand il y a un investisseur marocain qui part en Côte d'Ivoire, parce que notre sujet en fait d'aujourd'hui ou dans d'autres pays frères d'Afrique, il y a cette logique d'accompagnement, de mise en confiance, parce qu'il y a une connaissance en fait du terrain de par la banque qui a été accumulée, mais également dans l'autre sens. C'est-à-dire quand un frère aussi ivoirien, une entreprise ivoirienne, elle veut exporter au Maroc ou dans d'autres pays où la banque marocaine, quelle qu'elle soit en fait, elle est présente, il y a aussi cette logique d'accompagnement qui ne se limite pas uniquement au volet financier, mais aussi un volet commercial, un volet logistique, légal, etc. Il y a un autre volet qui est très important, c'est celui de la sécurisation des échanges, parce qu'on ne peut pas avoir de commerce qui est durable, j'en parlais tout à l'heure, si on n'est pas sûr d'être payé. D'accord ? Ça représente quand même une grande crainte des opérateurs, je pense, des deux côtés. Alors, et notamment en ce qui concerne... Elle n'est pas vraiment justifiée pour avoir pratiqué justement le... Ah bon ? Elle n'est pas vraiment justifiée. Elle n'est pas vraiment justifiée. Je le dis en connaissance de cause pour avoir pratiqué notre beau continent pendant longtemps et y avoir vécu, notamment en Afrique de l'Ouest pendant longtemps. Elle est surtout en fait dénotée d'une mauvaise confiance, ou là d'une non-connaissance plutôt. D'accord ? Une mauvaise connaissance en fait du terrain. Et justement, les banques se doivent, elles ont cette obligation aussi de jouer ce rôle de relais parce qu'elles connaissent les bons payeurs des mauvais payeurs. Et il y a aussi des instruments de crédit documentaire, de remise documentaire, etc., qui permettent de pallier à cela, mais il y a aussi le volet assurance. Dans le volet investissement et après on verra pour les échanges commerciaux. Donc on reste dans ce volet investissement et tout simplement peut-être passer du secteur. On parle de secteur quand même si vous le permettez, juste bâtisseur de l'économie. Sur les banques, sur le secteur bancaire. Oui, bien sûr. Je me souviens d'une conférence de presse d'une des 3 banques, c'est Tijari Wafa Bank, et le président Ktiani disait que pendant que la Côte d'Ivoire vivait l'une des heures les plus difficiles, il y avait beaucoup de banques étrangères qui avaient tout simplement plié bagage. Alors que c'est pendant cette période-là que le secteur bancaire marocain s'est renforcé et ça témoignait de la confiance qu'il portait en cette Côte d'Ivoire qui avait tout pour pouvoir refleurir et pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est un élément de confiance très, très important. Dernier élément en date, c'est juste le dernier point, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la sortie à l'international de la Côte d'Ivoire a été portée par le groupe BCP. Et là encore, c'est une marque de confiance qui est importante parce que d'habitude, on va aller faire appel à des cabinets internationaux ou à des banques d'affaires internationales. Là, on fait confiance à des frères et ça, c'est quand même un élément important aussi. Très bien. Et on fait confiance à des frères justement pour bâtir, parce que non seulement il y a le secteur bancaire et financier, il y a aussi le secteur des BTP et avec l'installation, n'est-ce pas, de cimenterie. C'est-à-dire que finalement, acteur aussi de la construction ensemble d'un pays. Hamid Laridi. Oui, c'est très symbolique, absolument. Alors, je reviens sur un point. J'avais l'honneur d'être en Côte d'Ivoire après les tristes, et je dis bien l'honneur, après les tristes attentats du Grand Bassin, d'accord, les attentats terroristes. Et pour différentes raisons, il y avait déjà en fait la foire internationale d'Abidjan.
Il y avait aussi un grand événement international, l'Africa CEO Forum, auquel j'étais conférencier. Alors je peux vous dire, et ça on n'en a même pas parlé parce que pour nous c'était un devoir, la délégation marocaine a été triplée après les attentats. Pourquoi? Pour montrer de la solidarité. On n'en a pas parlé. C'est-à-dire le Maroc, en fait, il y a une vraie fratrie et c'est notre logique quelque part. Quand on fait, on ne parle pas. C'est nos actions qui se doivent en fait de parler. On est inspiré, c'est par les hautes instructions de Sa Majesté, mais aussi par ses faits et gestes. Maintenant, sur le concret, vous avez parlé en fait de la logique en fait infrastructure et c'est très important. Il vient d'y avoir il y a quelques mois en fait une réunion entre le ministre délégué de la coopération africaine marocain et entre aussi le secrétaire général des affaires étrangères ivoiriennes pour le suivi des différents accords, c'est très important. Très, très toujours important, de la continuité. Et les derniers accords en fait, stratégiques ont été signés lors de la visite de Sa Majesté en 2017. Alors revoir en fait, ces accords, ça nous permet de répondre à votre question. Parce que parmi ces accords en premier, et encore une fois de mémoire, après en fait, la coopération militaire, il y avait des accords de logement. D'accord, dédiés aux militaires. Donc là, c'est de l'infrastructure. Il y avait des accords qui étaient liés à quoi? Qui étaient liés à tout ce qui était route, d'accord, et système en fait infrastructure. Et ça revient encore une fois à la logique infrastructure. Mais il y avait aussi des accords qu'on peut qualifier parce que de très stratégique, dans le sens où tous les accords sont stratégiques. Il y avait cette logique de coopération dans le domaine logistique. Vous me jetiez tout à l'heure en fait la balle. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout comme la Côte d'Ivoire voit le Maroc et d'autres pays africains frères voient le Maroc comme leur hub d'export et d'export vers d'autres pays, les États-Unis parce qu'on a l'accord de libre-échange et une connaissance réelle, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient, etc., l'Asie et la Méditerranée. Nous aussi, on voit en fait ces pays frères comme étant en fait des hubs. Et la Côte d'Ivoire est un véritable hub. Et au-delà du port d'Abidjan, c'est San Pedro. Aujourd'hui, le vrai hub, en fait, c'est San Pedro. Parce que le port d'Abidjan est certes, encore une fois, c'est comme Casablanca, c'est le principal port en fait, d'échange, mais c'est San Pedro aujourd'hui, qui est proche en fait, de la frontière avec le Libéria, qui sert ce rôle en fait, de relais et qui est en train d'être développé comme un réseau, ou plutôt comme un hub de conteneurs. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les routes et derrière ces infrastructures, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à être intégré à son environnement de par du chemin de fer, ce qui veut dire des massifications des flux et une capacité de transport des passagers, mais surtout des biens. Donc elle a cette capacité de jouer ça. Il y a historiquement le chemin de fer qui mène jusqu'à Ouagadougou, il y a aussi le chemin de fer qui mène d'Abidjan jusqu'à, et vous parlez tout à l'heure du port d'Abidjan, qui mène en fait d'Abidjan jusqu'à Niamey au Niger, d'accord? Et ça c'est très fondamental, parce que sans infrastructure, on ne peut pas jouer le rôle de hub. J'aimerais bien qu'on parle justement de ce volet de création de valeur en deuxième partie d'émission que nous allons retrouver juste après cette pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Codébat que nous consacrons aujourd'hui aux relations bilatérales entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Alors, juste avant la pause, plusieurs projets ont été évoqués. On parlait de projets d'infrastructure, de projets structurants, notamment celui de la baie de Cocody, mais pas que. Il y a également d'autres secteurs bancaires, financiers, ainsi que d'autres secteurs. Alors, je me tourne vers le représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc avec cette question d'évaluation, de bilan de ces 120 projets qui ont été lancés depuis quelques années maintenant. Presque la moitié a déjà été finalisée. Quel est l'impact de ces projets marocains, notamment en Côte d'Ivoire? C'est une question très pertinente. Alors, pour montrer un peu l'importance de ces projets et l'ampleur de cette importance dans les relations bilatérales entre les deux pays, en 2017 plutôt, l'ex-secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères marocain, Mme Mounia Bouchita, y est allée avec une délégation marocaine pour effectivement faire une première évaluation de tous ces accords, ces projets en cours. Les obstacles ont été relevés avec des propositions. Cette année également, je crois au mois de juillet 2019, le ministre marocain, M. Mohsin Jazouli, y est reparti encore pour essayer de voir comment est-ce que les blocages pouvaient être levés et voir les perspectives d'amélioration. Alors, ces deux actions, pour nous, montrent l'importance pour la Côte d'Ivoire de ces projets réalisés au niveau de la Côte d'Ivoire par l'État marocain. Alors, en termes d'impact, au niveau de la baie de Cocody, c'est pour montrer un peu les infrastructures qui peuvent être réalisées et quelle image de hub touristique, économique, Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, voilà, pourrait faire refléter dans toute la région africaine et même au niveau de l'Afrique ensemble. Ces impacts également au niveau social, M. Amine tout à l'heure a dit, professeur Amine tout à l'heure, au niveau des logements sociaux. Les besoins en Côte d'Ivoire en termes de logements sociaux avoisinent annuellement 40 000 demandes. Et ici, nous félicitons
les opérateurs économiques marocains qui ont pris à bras le corps cette offre pour y réaliser des projets dans ce sens, permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie des populations américaines. Ce sont des valeurs ajoutées en matière de création d'emplois et puis de partage même des compétences. Alors, le groupe Adoa, le groupe Alliance, le groupe Palmeraie Holding ont des projets de grande ampleur, pas seulement au niveau d'Abidjan, mais dans d'autres villes. Il y a Bergerville, qui est une ville proche d'Abidjan, également d'autres projets qui sont en cours, disséminés sur tout le territoire ivoirien. Ça, ce sont des faits très marquants pour nous. Ensuite, au niveau du genre, parlant un peu des femmes, il y a le projet d'aménagement de la pêche du port des Débarcadères qui porte le nom de Sa Majesté, qui là améliore les conditions 30 de millions vie, d'euros, si ma mémoire est bonne, d'investissement. voilà, qui améliore les conditions de vie de nos braves femmes qui exercent dans le secteur de la pêche halieutique. Alors, ce sont des signes qui vont très parlants pour la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui un Marocain arrive à Abidjan, lorsqu'il parle du Maroc, automatiquement, ce sont ces projets-là qui arrivent en mémoire. Et cela a marqué vraiment psychologiquement, positivement, les populations ivoiriennes. D'où l'importance, comme je vous le dis, et le professeur Saïd l'a dit tout à l'heure, de la confiance, de la fraternité et de la solidarité. Ce sont des thèmes, certes, qui économiquement, on ne voit pas les significations, mais qui, en termes d'investissement, démontrent l'importance de ces relations au niveau des deux pays. Et ça, je vous le dis, au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous tenons à remercier vraiment le Maroc qui œuvre à tout moment pour vraiment aider ce pays frère. Et je voulais rebondir un peu sur l'expression qu'en 2014, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu à dire il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. C'est dans une visée de co-investissement et de co-développement ainsi que de partage des compétences. Effectivement, en Afrique, nous avons des ressources. Il s'agit nous-mêmes de pouvoir nous faire confiance et puis de profiter des biens, des connaissances de chaque pays. Et dans ce sens, la coopération Côte d'Ivoire-Maroc est un très bel exemple. Très bien. Alors, vous avez cité le souverain avec cette fameuse citation lors du premier forum économique maroco-ivoirien. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le souverain a également estimé que tous les projets se valent. Absolument. Et là, nous ne parlons pas de projets de plusieurs milliards de francs CFA ou de millions de dollars, mais de projets entrepreneuriaux. Et cela fait même la base des deux modèles de développement, j'ai envie de dire, que ce soit celui marocain, le nouveau modèle de développement en réflexion, ou le plan de développement national ivoirien. Alors, où en est la dynamique justement entrepreneuriale continentale et notamment entre le Maroc et la Côte d'Ivoire? Aziz Saïdi. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est clair que le secteur bancaire est un secteur clé parce qu'il permet d'avoir une assise sur le terrain et dans le giron du secteur bancaire, des PME ou des moyennes entreprises, des petites entreprises peuvent venir se greffer parce qu'elles savent qu'elles auront l'accompagnement nécessaire pour pouvoir mener à bien leur projet. Et ça a amené beaucoup de secteurs à venir investir en Côte d'Ivoire. On peut parler des secteurs pharmaceutiques, hospitaliers, de la literie. Justement, en parlant de l'hospitalier, est-ce que les lois justement en Côte d'Ivoire permettent d'investir dans ce secteur? Parce qu'on le sait, depuis justement la libéralisation de ce point très important au Maroc, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers. Est-ce que c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire? Je vous reprends. Non, bien sûr, oui, tout à fait. C'est le cas, donc je suis investisseur étranger, je peux investir dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de barrière. Le Code des investissements facilite les investissements dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous avez parlé du secteur pharmaceutique, on a Pharmacien, Cooper Pharma, qui sont déjà l'industrie sur place, qui sont en train de finaliser la construction de leur industrie. Au niveau de la santé, il y a le groupe Agentis également, qui intervient dans le secteur de la santé. Alors, c'est certainement des secteurs qui sont à explorer davantage. Et même au niveau formation, il y a une coopération qui est réelle. Effectivement, en matière de formation, c'est tellement qu'on a là en venir, puisqu'on a des médecins ivoiriens qui sont déjà professionnels, qui
Voilà, je viens de Qui ont terminer étudié au ici, Maroc. voilà, au Maroc. Et puis même, en fait, ces investissements, ils suivent quand même une logique où on a discuté avant. C'est-à-dire que on commence d'abord par mettre le cadre global, puis ensuite on va vers le spécifique. Là, en l'occurrence, par exemple, on voit les besoins de la Côte d'Ivoire et de ce qui émane du ministère de la Santé en termes de pharmaceutique. Et ensuite, les opérateurs viennent se greffer pour répondre à ce besoin. Et ça, c'est très important. Peut-être, même à terme, de pouvoir, parce que c'est Abidjan et la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante pour toute la sous-région. Donc, on pourra irriguer après d'autres pays parce qu'il y a justement ce levier logistique qui est important, que ce soit à travers le chemin de fer, à travers les voies express qui mènent à Accra ou des choses comme ça. C'est très important. Donc, ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de secteurs qui sont venus se greffer sur ces dynamiques. On peut parler aussi de la monétique, on peut parler de choses qui peuvent paraître minimes par rapport aux grands projets, mais qui ont un impact certain. Il ne faut pas oublier que les deux pays ont une pyramide des âges qui est très jeune et que les deux pays ont une jeunesse qui J'allais arriver. Voilà. qui a des aspirations importantes. Et finalement, on parle, dans notre débat national, on parle de nouveaux modèles de développement. Je pense que la Côte d'Ivoire, elle est dans la même logique aussi. Absolument. Elle a déjà entamé ce plan national de développement qui a été initié il y a quelques années de cela et qui repose justement sur ces aspects-là, sur un des aspects que vous venez de citer, et notamment celui de la jeunesse. Dernier point que j'aimerais juste effleurer par rapport à ça, c'est que, à mon sens, il y a beaucoup à espérer du duo Côte d'Ivoire-Maroc. Parce que c'est un duo qui, on le voit ces dernières années, a joué un rôle important au sein des instances panafricaines, au sein des discussions avec les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne. Et grâce à cette entente qui est manifeste, cette fraternité qui est manifeste entre les deux pays, on a pu porter une seule voix. Et quand on porte un argument d'une même voix, il pèse beaucoup plus. Et je pense que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Maroc ont un rôle de leader à jouer par rapport à leur sous-région et par rapport au continent, dans le sens on en parlera peut-être un peu plus après, dans le sens de l'intégration régionale et continentale. Et ça, c'est quelque chose qui est pas indéniable. Alors, que peut faire justement le Maroc et la Côte d'Ivoire, Ahmed Laridi, en ce qui concerne cette évolution de l'intégration régionale si chère finalement à ces différentes communautés économiques de l'Afrique, et notamment celle de la CEDEAO qui concerne cette région? Absolument, et de la ZLECA aussi qui vient d'être signée. Qui vient d'être signée, absolument. Donc, absolument, il y a l'échange, en fait, comme vous venez en fait de déployer une pyramide qui est inversée. Il y a les échanges, en fait, bilatéraux, entre les deux pays. Il y a les échanges interrégionaux, où chaque pays, en fait, il joue un rôle de relais et de hub, aussi bien d'import, d'export. Il y a aussi, bien sûr, en fait, des échanges plus larges qui sont à échelle africaine, mais ce qui est très important, il y a aussi cette notion de création de valeur contingente. Et je vais peut-être, en fait, commencer à parler de cela, parce que on a toujours, en fait, tendance à faire une opposition, je dirais, entre projets menés par les grandes entreprises et ceux des PME, TPE. Alors qu'en réalité, on peut, dans une logique de déconstruction, parler en fait beaucoup plus de partenariat, où la grande entreprise, menée en fait d'un effort stratégique, financier, marketing, etc., d'une expertise réelle, peut jouer un rôle de locomotive. C'est-à-dire quand elle s'installe, elle prend dans son siège un ensemble en fait de PME, des TPE, lui garantissant en fait un chiffre d'affaires, lui garantissant un environnement et un bio-environnement, j'allais dire, en fait, qui est favorable. Et dans les deux sens. Maintenant, vous parliez tout à l'heure d'agriculture. Aujourd'hui, en fait, la Côte d'Ivoire n'est plus en fait un exportateur brut de produits agricoles. Et pour les gens qui ne le savent pas, il faut déterminer de quoi on est en train de parler. Tout à l'heure, vous parliez dans les années 60 de cette révolution verte agricole et qu'on est en train de repenser aujourd'hui d'une manière en fait plus novatrice. Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Oui. Côte d'Ivoire, c'est le café. Côte d'Ivoire, c'est le noix de cajou. Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui est en fait banane. C'est tout un ensemble et une myriade en fait de mangue, absolument. Ananas aussi, c'est tout un ensemble en fait de produits. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'industrialisation qui est entamée. Ce n'est plus un rêve de futur. Donc l'agro-industrie. Absolument. Et là, on a en fait, c'est là où j'ai envie de faire un zoom parce qu'il y a à la fois en fait lieu à faire de la valeur contingente en termes de branding, il y a de la valeur contingente en termes d'ingénierie mutuelle, il y a de la valeur contingente en termes d'export, mais aussi en termes de PME qui contribuent en fait à cela. C'est-à-dire? Alors,
la Côte d'Ivoire, je parle de choses existantes, hein, je ne suis pas en train de réinventer la roue. Quand on parle en fait de cacao, comme on le sait tous, l'objectif c'est du chocolat de haut niveau, mais il y a en fait des étapes. Première étape en fait c'est la poudre, deuxième étape c'est la pâte de cacao. Et pour atteindre en fait cette étape, il faut en fait un autre aliment qui est automatiquement l'huile de palme. Et il se fait que justement que la région, et notamment la Côte d'Ivoire, est un grand producteur d'huile de palme. Alors huile de palme plus en fait poudre de cacao, ça nous donne de la pâte de cacao qu'on utilise tous en fait dans nos petits déjeuners. Pas la peine d'utiliser de marque. Absolument, c'est un peu la même chose comme les phosphates. On prend en fait du P2O5, on le mélange avec de l'ammonium et du soufre, ça nous donne des engrais. Et justement, ce n'était pas une citation hasardeuse. Il y a cette complémentarité. Le Maroc, il a développé une expertise qui est réelle, tout comme en fait la Côte d'Ivoire, il a développé une expertise qui est réelle. Il y a lieu en fait à travailler la main dans la main pour la valorisation de la terre, parce qu'aujourd'hui, les terres en fait agricoles sont très acides en Côte d'Ivoire pour une utilisation massive, et c'est tout à fait normal pendant des années justement de la production de cacao. Donc il y a besoin d'une expertise particulière, d'engrais particuliers. Je ne vais pas en fait faire le chimiste, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Il y a lieu en fait de rajouter plus de nitrates que dans d'autres terres. C'est une expertise qu'on sait faire, mais avec la main dans la main, avec le savoir-faire en fait ivoirien. On transforme. Il y a le besoin de développer une logistique déjà en amont pour avoir des zones de froid. On parlait tout à l'heure de manque, ça s'applique aussi pour d'autres éléments. Sinon, ça se perd, c'est des produits périssables. C'est déjà en cours. Absolument. Mais c'est déjà un projet qui est dans le pipe. Il y a un double projet déjà à côté d'Abidjan pour avoir en fait des zones de froid, d'accord, avec de grandes structures sans les nommer. Il y a un autre aussi du côté des productions agricoles. Mais maintenant, quand on a ça, on garantit une continuité. On a une transformation, donc une industrialisation, et ça c'est très fondamental pour par la suite exporter. Très bien. Pour par la suite exporter. D'ailleurs, il faut saluer nos frères ivoiriens parce qu'ils ont produit les premières barres de chocolat il y a 2 ans. Absolument. Félicitations. Vous voulez peut-être réagir? Oui. J'aimerais bien qu'on passe qu'on passe les 10 dernières minutes à parler peut-être à venir. Peut-être pour revenir à la PME, parce que j'ai envie d'entendre M. Samou avec beaucoup d'intérêt, comme on a tous envie de le faire. Vous parlez de PME lors de 2017 toujours, parce qu'on parle là de relations stratégiques. Il y a eu un ensemble d'accords dédiés principalement aux PME. D'accord. Il y a un accord de soutien en fait de la PME, notamment féminine. D'accord. Et c'est de là dont vous êtes en train de parler, aussi bien celles qui sont dédiées à la pêche que celles qui sont dédiées à l'artisanat. Il y a aussi en fait les partenariats dédiés au soutien de l'économie solidaire, et ça c'est très fondamental. Mais aussi un volet qui est très fondamental, c'est celui de la formation créatrice d'emplois. Aussi bien, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est tourisme, on parle du métier de l'agroalimentaire, mais on parle aussi de tout ce qui est métier, les métiers tels qu'infirmiers, etc., qui sont liés à la santé. Voilà. Très bien. Alors, Samou Tano, donc, on a bien parlé de ce tissu entrepreneurial marocain en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il du tissu entrepreneurial ivoirien au Maroc? Justement, avant de répondre rapidement à votre préoccupation, je vais profiter de la lucarne qui a été ouverte par le professeur Amine concernant l'industrialisation au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout dans le secteur agricole. Alors, vous avez évoqué l'idée des plans nationaux de développement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un plan spécifique qui est le PNIA. C'est le plan national d'investissement en matière agricole. Il a sa deuxième phase. Et l'un des axes majeurs de ce plan, c'est l'attraction des investisseurs étrangers dans la transformation agricole. La Côte d'Ivoire est en train d'amorcer son développement industriel dans différents secteurs, et notamment au niveau de la transformation agricole. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs. Et donc, à ce titre, je reviens du salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, où il y a eu une grande représentation marocaine, avec la présence même du ministre marocain. Et à cet effet, ce plan a été évoqué. Dans cette optique, l'ambassade organisera au premier trimestre de l'année suivante, en 2020, une journée économique qui sera axée sur la transformation de nos produits bruts qui ont été cités par le professeur, notamment le café, le cacao, le palmier à huile, la noix de cajou, pour lesquels la Côte d'Ivoire est au top des producteurs au niveau mondial. En termes de volume, aussi en termes de qualité. Donc, en tout cas, le message est bien passé pour nos opérateurs économiques qui nous regardent, parce que cette émission est finalement s'adresse à eux. Ce sera durant le premier trimestre de 2020 pour justement prospecter ce marché de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Alors, qu'en est-il des entreprises ivoiriennes au Maroc? C'est justement la question phare qui mériterait beaucoup plus de réflexion. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas assez. Alors, cela nous évoque un peu la question de la balance commerciale entre les deux pays qui est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, absolument. Et depuis 5 années, nous sommes à perdre plus de 95 millions d'euros que nous perdons. Alors, les investisseurs privés ivoiriens au Maroc, l'ambassade, dans son analyse et puis dans leur approche, a fait un constat patent. Nous avons très peu d'investisseurs privés. Même les grands investisseurs sont encore à la traîne. Au niveau des PME,
c'est encore en léthargie. Vous voulez dire investisseurs ivoiriens peut-être? Privé. Investisseurs Privé. On privés parle d'investissement ivoiriens. privé. D'accord. Voilà. Oui. C'est encore en léthargie. Certainement, nous avons la méconnaissance du marché marocain et des opportunités. Et c'est à cela même qu'au niveau d'Abidjan, la Chambre de commerce et d'industrie et puis le patronat œuvrent pour faire découvrir davantage le marché marocain. De même que l'ambassade, qui chaque fois qui est sollicitée par les opérateurs privés ivoiriens, fait autant que faire se peut donner les informations dans ce sens. Alors, dans nos statistiques, vraiment le nombre est très infime de PME. La question se pose de savoir que faut-il faire. Nous essayons autant que faire se peut de les organiser déjà, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un fait partant, il faut pouvoir s'intégrer. L'intégration est aussi aisée dans le sens inverse. Mais au niveau du Maroc, il y a des contingences qu'il va falloir lever certainement, et c'est avec les différents décideurs de ces pays-là qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut faciliter l'intégration des petites et moyennes entreprises ivoiriennes au niveau du Maroc. Quel secteur voyez-vous justement pour une meilleure intégration et qui peuvent justement s'implanter au Maroc avec une création de valeur et pour le Maroc et pour la Côte d'Ivoire? D'accord, c'est surtout au niveau des échanges. Très bien. Voilà, des échanges dans le secteur de l'agro-industrie. Un fait épatant, c'est que le chocolat ivoirien est très apprécié au niveau du Maroc. Oui. Ensuite, le café ivoirien, surtout la noix de cajou, l'anacade, le beurre de karité. En fait, ce sont des produits qui pourront facilement intégrer le marché marocain si et seulement si les conditions nous sont favorables. Ça me permet d'évoquer une question qui est très patente. Il y a eu un accord tarifaire et commercial qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en 1998. Les accords suivent une certaine procédure. En 2015, il y a eu la ratification de ces accords. L'échange des instruments de ratification s'est fait au mois de mars 2016. Et jusqu'à ce jour, cet accord n'est pas entré en vigueur pour la simple raison que cet accord prévoit deux listes de produits marocains et ivoiriens qui doivent être bien listés. Très bien. Et ce sont ces listes-là qui feront l'objet d'exonération des frais de douane. Tarifaire. Alors, des deux parts, nos produits ont du mal à s'intégrer ici parce qu'ils sont fortement taxés. Et au niveau marocain, c'est pareil. Que faut-il faire? Nous pensons que nos décideurs sont déjà alertés sur la question et dans les meilleurs délais, cet obstacle pourra être levé afin de pouvoir faciliter l'intégration de nos PME. Voilà, au niveau marocain, tant au niveau des produits agro-industriels que même au niveau des produits, au niveau des technologies, des informations. De l'information. Justement, nous allons finir sur ce volet innovation qui est largement orienté vers l'avenir. Il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'un dernier mot, Aziz Saïdi Amilaridi, pour clore le débat. Juste pour moi, enfin, en termes de perspective, c'est vraiment la question centrale. C'est-à-dire comment amener les Ivoiriens à venir investir au Maroc. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permettra en fait de continuer dans cette relation avec un certain apaisement, une pérennité qui est assurée. Je pense que s'il y a des écueils, il faut savoir les lever. Et je pense aussi et surtout que les investisseurs ivoiriens, il ne faut pas l'oublier, ils sont présents dans la sous-région, ils sont présents dans beaucoup de pays. Et pourquoi cette présence n'est pas aussi importante au Maroc, ça, il faudra chercher. Et surtout, il y a un vrai savoir-faire. Je pense que la scène high-tech ivoirienne est vraiment en pointe dans la sous-région. Et la logique d'investissement, il ne faut pas voir juste quelqu'un qui va venir, qui va ouvrir une usine. C'est d'abord des idées, des projets à mettre en place. Des projets qui peuvent se faire aussi en joint venture. C'est ce que en commun. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité à avoir. Et c'est Amine en parlait tout à l'heure. Quand on parle de l'aspect de transformation de l'agro-industrie, ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble pour viser le marché marocain
et ce faisant viser d'autres marchés. Il ne faut pas oublier que aussi nos amis ivoiriens peuvent aussi profiter du Maroc comme hub pour aller toucher d'autres pays. Et donc, il ne serait pas illogique de voir des investisseurs ivoiriens implanter des unités au Maroc pour pouvoir toucher d'autres pays et toucher... Pourtour méditerranéen, Europe, Asie, Moyen-Orient en l'occurrence. Je voudrais terminer avec peut-être un mot à Amine Laridi et vraiment rapidement. En un mot, c'est très facile, c'est l'humain. D'accord, qui est au centre. L'humain, en tant que pour développer une ingénierie interafricaine, pour les infrastructures, pour l'énergie si nécessaire, pour l'industrialisation, pour la créativité, l'humain dans le tourisme. D'accord, parce que le tourisme permet aux gens de se connaître mutuellement. Est-ce que les Marocains vont justement en Côte d'Ivoire pour faire du personnellement, j'y vais, d'accord, pour vous répondre de manière très simple. Vous connaissez mais il faut justement, j'encourage mes étudiants, j'encourage aussi mes collègues et aussi bien dans l'entreprise qu'ailleurs à le faire, d'accord. Et c'est très important. Le Grand Bassam, c'est magnifique, d'autres régions sont vraiment magnifiques. En Côte d'Ivoire et ailleurs. Vous ne serez pas surpris de voir, dès que vous dites je suis marocain, vous êtes à Abidjan. Il y a un mot en fait pour ça. Il y a un mot pour ça, et vous confirmerez, mon cher monsieur Samo, c'est l'Akwaba. D'accord, c'est la bienvenue en fait qu'on entend toujours en Côte d'Ivoire. Donc je reviens, l'humain dans l'ingénierie, l'humain dans le tourisme, pour que les gens se connaissent entre eux, mais il y a aussi l'humain dans la culture. Et là, c'est un appel que j'ai envie de lancer dans l'innovation, mais aussi dans la culture. La recherche et développement, c'est très important parce que ça part de part et d'autres TPE, mais c'est la culture. Tout comme on vend en fait des films et des séries, des dessins animés importés d'autres pays avec lesquels on a très peu d'échanges, j'aimerais voir en fait des séries coproduites entre le Royaume du Maroc et d'autres pays d'Afrique. Et ici, on parle de Côte d'Ivoire. Un dernier mot, Samou Tano, en ce qui concerne l'avenir des relations bilatérales, pour terminer. Merci beaucoup. L'avenir des relations bilatérales est très, très optimiste, très encourageant, d'autant plus que nous envisageons, autant que faire se peut, de lever les obstacles, voilà, pour permettre de pouvoir faire booster ces relations. Et c'est dans cette optique-là que nous appelons les investisseurs marocains à toujours venir en Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'ils puissent nous faire partager leur expertise. Et la tendance également va évoluer dans le sens inverse. Le professeur l'a dit tout à l'heure, l'aspect humain est très important. Sur le plan culturel, l'aspect religieux, nous avons une même vision. La ville de Fès reçoit beaucoup de nos imams en formation. Tout cela participe, je crois, du développement humain, de la tolérance, voilà, de la facilitation de l'intégration. Et nous espérons, nous avons foi au dynamisme entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, qui aujourd'hui est un type de coopération atypique, un exemple réussi de coopération sud-sud et qui doit être promu dans toutes les autres régions du monde. Les coopérations économiques ou modèles de développement ou en tout cas, on a ouvert ce débat en comparant un peu les économies ivoiriennes et marocaines, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'humain est placé au centre de ces deux modèles de développement et également de ce modèle de coopération. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir enrichi ce débat par rapport aux relations maroco-ivoiriennes. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.